Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la prolifération des écoles privées au Mali. Si certains pensent que ce phénomène a des avantages pour le système éducatif malien, d'autres soulignent que la réglementation du secteur est un défi majeur auquel l'État doit faire face. Nos invités sur ce plateau, Koumba Yarissi, enseignante à la retraite et également présidente d'honneur du collectif Maman pour sauver l'école, et honorable Boulkassoum Touré, secrétaire général de l'Association des écoles privées agréées du Mali, Abdoulaye Touré, promoteur de l'Institut professionnel de formation technique de Yirimadjo, Mamadou Kanta, professeur à Mopti. Nos tentatives pour compter un responsable de la Direction nationale de l'éducation parmi nous sont restées vaines. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Les écoles privées occupent une place importante dans le système éducatif malien. Selon certains spécialistes, 2/3 des écoles maliennes sont des structures privées. Mais pourquoi la prolifération des écoles privées au Mali suscite autant de réactions à travers le pays? Honorable, qu'en pensez-vous? Vous êtes avec nous, honorable Touré? Oui. Alors, je disais, oui, pourquoi la prolifération des écoles privées au Mali suscite autant de réactions à travers le pays? Bon, merci madame pour m'avoir donné l'opportunité quand même de me prononcer sur ce secteur très sensible de l'éducation, qui est le privé. Et à la date d'aujourd'hui, il y en a suffisamment sur le territoire national. Et que les gens peuvent assimiler à une prolifération. Mais dans tous les sens, le département des tutelles qui est là, qui autorise la création et l'ouverture de ces établissements, est le mieux indiqué pour dire si c'est une prolifération ou si c'est une autorisation planifiée quand même des structures privées sur l'état du territoire. Parce que moi, à mon entendement jusqu'à présent, ce pays-là a besoin quand même d'établissements privés pour permettre quand même de rehausser le niveau de scolarisation de notre pays. D'accord. Alors, Madame Yarissi, qu'en pensez-vous? Je vous remercie et je remercie sincèrement Studio Tamani pour mettre sur la table la problématique de l'école privée. Je le dis parce que quand vous prenez un système éducatif harmonieux, c'est de la maternelle à l'université. Quand vous prenez quel que soit le secteur, on a l'impression que le Mali sous-traite son éducation. Je pèse bien mes mots. Quand vous prenez par exemple l'école maternelle, rien dans les textes fondateurs de l'école au Mali n'impose pas à l'État la prise en charge de la petite enfance. Rien. Faites un tour dans tous les quartiers de Bamako, les plus huppés aux plus modestes, toutes les écoles, tous les jardins d'enfants, toutes les écoles maternelles sont privées. Ça, c'est en ce qui concerne la petite enfance. C'est dommage que l'éducation nationale ne soit pas présente ici. Ils auraient pu nous donner des statistiques s'ils en disposaient réellement. Quand vous prenez l'école fondamentale, il semble que moins de 30% des établissements appartiennent à l'État. En ce qui concerne le secondaire, c'est les 2/3 des établissements sont l'œuvre de privés. Et aujourd'hui, l'enseignement supérieur, il y a là une véritable prolifération des écoles commerciales au Mali, notamment à Bamako. Il y en a partout et ils s'en créent tous les jours. Donc, comme l'a dit le patron des fondateurs, des promoteurs, c'est comme ça qu'on les appelle ici, je ne sais pas si on peut soutenir que c'est parce que les écoles privées
sont nécessaires pour le fonctionnement de notre système éducatif, ou alors si ce n'est pas l'État qui se dérobe à son rôle, qui est un rôle primordial. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Kanta, depuis Mopti, Madame Yarissi vient de le dire tout de suite, elle se demande si ce n'est pas l'État qui se dérobe de ses responsabilités. Qu'en pensez-vous? Avant de répondre à votre question, Madame, je vous remercie infiniment pour l'invitation que vous avez adressée à ma modeste personne. Et je vous remercie du fait que vous avez mis sur ce plateau un débat plus intéressant qui concerne les établissements privés au Mali. Bien vrai que Madame vient de dire que l'État dérobe à ses fonctions, en partie, c'est vrai, mais vu l'augmentation pléthorique des effectifs dans les classes, le manque d'enseignants, l'État n'avait plus le choix. Les écoles privées, pratiquement, ont vu le jour partir de la Constitution de 1992, qui a vu que c'est une nécessité publique. Mais c'est la loi 94-032 du 25 juillet 1994 qui a donné, qui a fixé même les modalités d'ouverture des écoles privées. C'est une nécessité, mais il faut bien réglementer, parce qu'une prolifération anarchique provoque beaucoup de difficultés dans ce système. Donc, non seulement ouvrir les écoles privées, pour moi, c'est bon, ça aide l'État à subvenir aux besoins de l'éducation, mais il faut que ça soit réglementé, que tout le monde ne doit pas ouvrir les écoles privées. D'accord. Alors, Monsieur Touré, en tant que promoteur, dites-nous quels sont les défis auxquels ce secteur est confronté. Ok, merci Madame. Je remercie sincèrement Studio Tamani pour m'avoir invité à ce débat qui est très important pour moi dans ce secteur qui est l'éducation. Et qui parle d'éducation parle quand même de l'avenir des enfants, de l'avenir de l'homme et même de l'avenir du pays. Et avant de venir à votre question, je souhaiterais, si vous me permettez, de parler un peu de cette prolifération que pensent certains de l'école malienne, des écoles privées. Le secrétaire général de l'AEPAN vient de dire que c'est peut-être l'État qui peut répondre à cette question, qui donne la création, les décisions et les autorisations d'ouverture. Et moi, je le rejoins parce que c'est l'État qui peut répondre, mais moi, quand même, je pense que l'État en est responsable. Je ne sais pas s'il y a prolifération, mais c'est qu'on constate, parce que les gens, il faut quand même prendre en compte l'opinion des parents d'élèves et des élèves. Et le doyen Kanta qui vient de parler, il dit qu'il y a la réglementation, ça doit être réglementé. Mais au juste, il y a la réglementation, il y a des lois qui régissent la création et l'ouverture des écoles. Mais qu'est-ce qu'on constate? On n'applique pas les lois. Vous savez, les écoles, quand vous lisez bien les lois qui créent l'école privée au Mali, il y a des rayons qu'on doit respecter. Il y a un certain nombre de distances. Quand il y a une école privée dans une zone, pour créer une seconde dans la même zone, il faut respecter à une distance qui respecte à un nombre de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'on voit? Et moi, je suis désolé de le dire, il n'est pas rare de rencontrer à Bamako, dans la même rue, deux écoles qui se font face. Ce qui est contraire à la loi qui crée les écoles au Mali. Mais qu'est-ce qui fait que ces réglementations-là ne sont pas respectées? Mais justement, je vais rejoindre mon secrétaire général qui dit que c'est l'État qui peut répondre. La loi est votée par l'Assemblée, c'est l'État qui est exécutif, c'est l'État qui doit l'appliquer. Moi, je suis un promoteur, je suis un simple citoyen. Pourquoi il n'applique pas? Là, je ne sais pas. Maintenant, le défi auquel on fait face, madame, ça, je pense que mon secrétaire général doit revenir là-dessus. Nous avons des défis, pas un défi, mais des défis. Nous avons opté pour former nos enfants, les enfants de ce pays, qui constituent l'avenir de ce pays-là. Mais une éducation qui n'a pas l'accompagnement adéquat, comprenez-moi, madame, que ces enfants-là sont victimes quelque part
cet aspect. Nous avons des défis parce que nous voulons l'excellence. Pourquoi les parents, il y a un certain moment dans ce pays, beaucoup de parents, il n'est pas rare d'entendre beaucoup de parents dire que moi je préfère amener mon enfant au privé, je l'enlève du public. Pourquoi? Parce que le public, il y avait le pléthore. Les normes académiques demandent à ce que ne dépassez pas 20 à 25 élèves par classe. Mais on s'est trouvé dans le cas des classes de 70, 80, une centaine d'élèves. L'enfant ne sera pas compétitif. Et c'est pour cela que les écoles privées, il y avait quand même quelques rares écoles privées qui sont bonnes, ils ont montré leurs preuves. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des écoles privées. Je ne vais pas prendre chaque fois l'exemple sur les écoles les écoles partenaires des expatriés. Un exemple, je ne souhaite pas exciter l'exemple, il y a des écoles où, au fondamental seulement, vous déboursez plus de 400 000 à 600 000 francs pour former votre enfant par an. Cela n'est pas donné à niveau, mais pourtant, il y a des parents d'élèves qui préfèrent amener leurs enfants là-bas parce qu'il y a la qualité. Donc nous sommes confrontés au problème de qualité parce que nous ne pouvons pas, nous avons la pédagogie, nous avons le personnel, mais souvent l'accompagnement qui fait défaut à ces écoles privées. Et par conséquent, si ces écoles privées ne sont pas bien accompagnées, les enseignants ou les pédagogues qui sont là n'auront pas la motivation souhaitée, et cela répercute sur l'école. Donc on a le défi de la qualité, mais pourtant, prenez les statistiques des examens récents, et les écoles privées, il y a beaucoup d'écoles privées qui se sont figurées parmi les meilleures qui ont eu les taux de réussite, malgré ce manque d'accompagnement. Autre défi, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi, nous, d'avoir l'œil, souvent, de nos inspecteurs sur nos enseignants. Qu'est-ce que nous avons constaté? C'est l'État qui nous oriente des élèves. Parce que je suis avec le niveau secondaire, nous recevons les élèves détenteurs du DEF, mais qu'est-ce qu'on voit? Les inspecteurs vont dans le public inspecter les enseignants. Mais nous, quand on demande, non, personne ne vient. Moi, je n'ai jamais vu un enseignant venir dans mon école dire je viens inspecter tel ou tel professeur. Bon, donc tout ça, c'est des défis parce que pour qu'on ait la qualité, il faut vraiment qu'on puisse avoir le contrôle et la formation continue de nos professeurs. Et mieux, le traitement de ces écoles privées-là. Vous savez, nous sommes avec ces écoles, c'est parce que là où certains sont partis jusqu'à nous traiter de commerçants, nous ne sommes pas. Nous faisons des prestations pour l'État. Et l'État, dans la loi, au départ, l'État doit nous payer nos frais en 2 tranches, en 2 fois l'année. En février, ensuite mai ou juin au plus tard. Mais madame, je vous avoue que aujourd'hui, d'octobre à aujourd'hui, il y a plus de 2 tiers des établissements privés qui ne sont pas encore rentrés de leurs frais de prestations. Et là aussi, c'est un problème. Donc ça, c'est beaucoup de défis. Okay. Je vous remercie. Alors, Madame Yalissi, Monsieur Touré vient de parler de prestations pour l'État. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'on doit changer de paradigme. On doit changer de paradigme. Les vraies questions sur lesquelles les fondateurs ou les promoteurs de ces écoles doivent se positionner, c'est d'abord la formation des enseignants et la mise à disposition des enseignants formés avec un plan de carrière jusqu'à la retraite. Dans tous les pays, évidemment, la libéralisation de l'économie, donc de l'éducation dont on parle aujourd'hui, a été abordée de manière pas toujours heureuse dans notre pays. Parce qu'ailleurs, en Côte d'Ivoire tout près, les écoles sont soumises à contrôle. Les pharmacies, n'importe qui n'est pas pharmacien, n'importe qui n'est pas détenteur de pharmacie. Pour les écoles, n'importe qui ne doit pas ouvrir une école non plus. Il y a suffisamment d'enseignants qui peuvent se permettre d'ouvrir des écoles. Quand on parle de prolifération, on sait très bien ce qu'on dit. Hein. Donc, je disais que dans les autres pays, vous ouvrez votre établissement, vous faites vos preuves et vous êtes éligible, c'est-à-dire que vous êtes déclaré d'utilité publique. Quand vous êtes déclaré d'utilité publique, ça ne vous rapporte pas de milliards. Hein. Ce n'est pas les millions qu'on ne vous a pas payé depuis 2 mois ou 10 mois. Ça n'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'on vous met à disposition tous les enseignants qu'il vous faut et on suit ces enseignants. Ça veut dire que votre établissement est considéré comme un établissement public.
évidemment, à cette exception près, si vous avez par exemple 300 enfants, si on met à votre disposition 100 élèves, les 200 autres viendront parce que les parents auront apprécié ce que vous faites. Moi, je crois que le débat doit se situer à ce niveau, qu'on revoie vraiment le paradigme selon lequel, vous imaginez-vous, plus de 20 milliards chaque année à ces écoles privées. Ça, c'est simplement le secondaire, hein, parce que les écoles fondamentales, l'État ne s'en occupe pas. Donc, vous voyez que de la même manière qu'ils se plaignent de ne pas être payés, de la même manière, les citoyens ne comprennent pas, les Maliens ne comprennent pas qu'on mette 20 milliards, 30 milliards chaque année pour s'occuper simplement de l'enseignement secondaire, alors que ce ne sont pas les plus nombreux. Ce ne sont pas les plus nombreux. Dans ce cas-là, il faut revoir le paradigme. Il faudrait qu'on mette des enseignants à leur disposition. Et moi, je dis que ces syndicats, le syndicat des privés, on va les yeux dans les yeux, on va se dire certaines vérités. Parce que si vous prétendez agir pour le bien d'abord des enfants, de l'État et de tout le monde, vous êtes des citoyens comme tout le monde, vous n'êtes pas là pour vous enrichir, il y en a qui sont riches, hein. Il y en a qui sont riches et on sait pourquoi. Ce n'est pas simplement, la faute ne leur revient pas, c'est des connivences. Le lobby du privé au Mali, des écoles privées est très puissant. Le lobby est très puissant et moi je sais que même à 6 h du matin, ils réveillent des ministres, ils réveillent des secrétaires généraux pour réclamer leur argent, des fois qui ne leur est pas toujours dû. Ça aussi, on doit le dire. Oui, quand vous dites que n'importe qui ne doit pas ouvrir une école, que voulez-vous dire par là? Mais c'est les enseignants, ils savent très bien. C'est ce que les textes disent. Quelqu'un qui est étranger à ce monde-là, si vous ouvrez une école, est-ce que c'est pour faire du bon travail? Non. Et puis les résultats qu'on montre toujours, les privés, on a déjà dit, hein, le secondaire, c'est les 2/3. Donc qu'il y ait beaucoup d'admis dans le privé, c'est tout à fait normal, hein, c'est une arithmétique. Mais qu'on ne nous dise pas simplement que parce que les écoles privées sont les meilleures, ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas parce que certains promoteurs ne créent pas les conditions de réussite des enfants, des enseignants mal payés, des associations de parents d'élèves inexistantes, des connivences avec je ne sais qui, Tartampion ou Daouda quelque part. Bon, je crois que l'un dans l'autre, on doit créer au sein de l'éducation nationale une structure, une direction qui soit chargé simplement des écoles privées. D'accord. Alors, pour la prise en compte efficiente de ce pan de notre système éducatif qui est trop gros, qui est trop important et qui impacte vraiment l'école malienne. Ok. Honorable Boulkassoum, alors oui. Vous venez d'entendre tout de suite Madame Yarissi, est-ce que vous partagez son avis par rapport à la création d'une structure qui sera spécialisée dans les écoles privées? Merci bien. Oui. Ce que je voudrais vous dire simplement, il y a des principes qui doivent être acceptés par tout le monde. À la date d'aujourd'hui, que les gens comprennent que le système éducatif malien ne peut pas aller sans le secteur privé de l'éducation. Et que le privé est constitutionnel. Ce n'est pas une tolérance administrative, mais le privé est constitutionnel. Le privé a les mêmes missions, les mêmes obligations et les mêmes devoirs que le public. C'est constitutionnel. Et que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde que l'éducation est le pouvoir régalien de l'État. C'est l'État qui définit les règles et les principes de fonctionnement. C'est l'État qui autorise, qui crée. Et c'est l'État qui décide et qui sanctionne. Nous sommes partenaires du système éducatif. Nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes une association. Nous sommes partenaires du système éducatif malien. Nous nous sommes installés dans ce secteur pour jouer notre partition.
mais dans une réglementation qui est très claire. Les textes sont là, les gens n'ouvrent pas quand ils veulent, ne fonctionnent pas comme ils veulent. Mais maintenant, la création d'une école, qui doit être promoteur, qui ne doit pas être promoteur, c'est le texte qui précise. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat possible. Vous avez pas... Le privé aujourd'hui, c'est de la maternelle au supérieur. Et notre association est une association fêtière où tous les ordres d'enseignement sont représentés. Donc, c'est pour dire simplement que quand vous prenez la pyramide scolaire, de la base au sommet, c'est plus large du côté du privé que du côté du public. Honorable. Dans le privé, le taux de scolarisation aujourd'hui, qui est enregistré au Mali, ne pourrait pas être atteint. Et ce qu'on vient de vous dire, si les gens pensent que 20 milliards ou 30 milliards alloués aux établissements privés est un montant faramineux, mais qui se pose la question simplement, à combien un élève du privé coûte à l'État? Si vous avez ces montants-là, vous allez vous comprendre aisément que ce n'est pas quand même de l'argent cadeau qu'on jette comme ça par la fenêtre. Donc c'est pour dire simplement que les gens doivent s'informer davantage sur les réalités des écoles privées avant de se prononcer. Mais honorable, vous avez parlé de... Tout le monde est considéré comme un expert de l'éducation. Tout le monde se donne le droit de parler de l'école. Parce que chacun se dit que j'ai un enfant à l'école, etc. Mais l'école, ce n'est pas ça. Oui. Vous comprenez? Honorable, vous avez parlé de réglementation au niveau de l'État. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que ces réglementations-là sont observées ou sont respectées? Mais nous, là, au niveau de notre association, nous sommes une force de proposition et de dénonciation. Mais nous ne sommes pas une force de décision et de sanction. C'est l'État qui décide, c'est l'État qui a fixé les règles et c'est l'État qui contrôle ces règles. Une fois que vous les violez, c'est l'État qui doit sanctionner. Si nous, on était un ordre au niveau de notre association, si c'était l'ordre des promoteurs d'écoles privées, en ce moment maintenant, là, le pouvoir de sanction et de décision pourrait s'imposer sur notre association. Mais nous sommes une force de proposition et de dénonciation. Nous sommes partenaires du système éducatif, nous ne sommes même pas un syndicat. Donc c'est à l'État de jouer pleinement sa partition par rapport à la réglementation du système éducatif. Monsieur Kanta, depuis Mopti, alors l'honorable Touré vient de nous parler des réglementations. Selon vous, est-ce qu'elles sont respectées à la norme? Pour être très clair et très simple, moi je pense que les réglementations en vigueur ne sont pas respectées. Parce que pour moi, avant d'octroyer, que ce soit l'autorisation d'ouverture ou de création des écoles privées, ils doivent faire des visites d'infrastructures adéquates, ce qui n'est pas le cas. Il y en a qui ont ouvert des écoles privées dans des domiciles privés et ils ne comptent que 2 ou 3 chambres. On contribue les chambres et puis on les fusionne, on construit une école privée. Et, madame, imaginez, est-ce qu'on peut utiliser dans ces conditions? Ça c'est un. De deux aussi, même les écoles qui ont des infrastructures adéquates, il faut que l'État fasse des suivis au niveau des enseignants, tant dans le domaine de la formation que dans le domaine des inspections. Je pense que M. Touré avait signalé dans son précédent que quand on demande aux académies de nous envoyer des inspecteurs pour faire le suivi, on ne les voit jamais. Moi, je suis enseignant dans une école privée à Mopti. Chaque fois qu'on demande à l'inspection de nous envoyer des inspecteurs pour faire le suivi, on n'a jamais reçu d'inspecteurs. Donc, non seulement il faut faire un suivi dans le domaine de la formation des enseignants et dans les inspections lors de l'exécution des programmes. En plus de ça, il faut des structures pour suivre leur gestion. Parce que l'État sacrifie des milliards pour l'éducation malienne, mais certains promoteurs d'écoles privées s'empêchent d'expédition des élèves et des professeurs. Ils gèrent, se font consulter, ils se font de luxe. Donc pour moi, voilà les difficultés. Donc pour résoudre tous ces problèmes, il faut que l'État joue son rôle.
correctement son rôle dans l'octroi des agréments dans la création, l'ouverture, suivi, dans la formation et puis dans les inspections ainsi que dans la gestion, nous pourrons former des cadres futurs très valables. Parce que dans les écoles privées, il y a certains professeurs qui sont motivés, mais les conditions ne les permettent pas de poursuivre les combats. D'accord. Alors nous allons observer une petite pause avant de nous retrouver sur ce plateau et vous pouvez réagir sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 75 84 12 12. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur la prolifération des écoles privées au Mali et comme invité sur ce plateau, nous avons Madame Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, présidente d'honneur du collectif des mamans pour sauver l'école, honorable Boulkassoum Touré, secrétaire général de l'association des écoles privées agréées du Mali, Abdoulaye Touré, promoteur de l'Institut professionnel de formation technique de Yérémadjo, Mamadou Kanta, professeur à Mopti. Aujourd'hui, que pensez-vous de la qualité de l'enseignement des structures privées, Madame Yarissi? Bon, celui qui est en face de moi, le promoteur d'un de ces établissements, l'a bien décrié. Hein. Ils ont des problèmes en amont et en aval. Parce que, comme je l'ai dit, on a parlé un moment de cahier de charge. Comme moi, je ne suis plus ce volet de la question, peut-être que lui, il pourra revenir là-dessus. Parce que dans le cahier de charge, les responsabilités de tous les acteurs, de tous les partenaires sont définies. Comment dire? Moi, je sais qu'il y avait des travaux là-dessus, un moment. On avait essayé de fixer les responsabilités des écoles privées. Mais ces responsabilités-là, on ne peut pas les leur imposer tant que l'État même ne fait pas face à ses propres responsabilités. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à un établissement, à un chef d'établissement, à un fondateur de trouver des enseignants à poste fixe, par exemple le tiers ou la moitié, si vous ne mettez pas d'enseignants formés sur le marché. Déjà. Ensuite, quand Boulkassoum me dit, l'honorable Boulkassoum dit que tout le monde est expert, mais tout le monde est expert de l'éducation. Nous avons tous été à l'école, nous avons tous des enfants, des petits-enfants à l'école. Et puis l'école, c'est la seule institution, moi je peux dire que c'est l'institution reine d'une république qui se respecte. C'est l'institution reine, d'autant plus que, mieux que n'importe quelle institution, c'est celle qui n'a pas besoin de faire partisan. Quel que soit le parti politique d'une personne, quelle que soit sa coloration, quel que soit le rôle qu'il joue dans une communauté, tout le monde doit se coaliser pour la bonne marche de l'école. Donc, quand on parle de l'argent, il n'est pas toujours jeté par la fenêtre, mais il y a beaucoup d'argent qui se perd. Le patron des promoteurs le sait, il sait de quoi on parle. Mais qu'à cela ne tienne, il est temps qu'aujourd'hui, l'État, compte tenu du fait que c'est son rôle régalien, de former tout le monde. Et d'ailleurs, notre Constitution veut que tous les enfants soient pris en charge pendant, les 16 premières années de leur vie. Ça, c'est un devoir constitutionnel, c'est un droit constitutionnel donc pour les enfants. Donc les promoteurs, ils cherchent l'argent, d'accord, mais l'État ne joue pas toujours son rôle auprès de ceci, mais pour rassurer les promoteurs de l'école, pour le peu que je sais de la marche du système éducatif, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'établissements publics dont les enseignants ne sont pas suivis par des inspecteurs parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Parce qu'il n'y en a pas suffisamment et parce que l'État doit se faire fort de créer un grand centre pour les former
et à mettre aussi à votre disposition. Les académies et les CAP ne vous diront pas toujours « Monsieur, c'est parce qu'on n'en a pas », mais la réalité, c'est celle-ci. D'accord. Honorable Boulkassoum, vous venez d'entendre Madame Yarissi qui vient de nous dire qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour inspecter les écoles. Alors, qu'en pensez-vous? C'est pour dire simplement que j'ai beaucoup de respect pour mon secteur d'activité et pour mon métier. Moi aussi, je suis enseignant de formation. Il ne faut pas que les gens comprennent que les promoteurs d'école là sont des gens vraiment de tous les bords. Il y a des enseignants de métier dans ce secteur. Et pendant 10 ans, j'ai enseigné uniquement que dans le secteur privé de l'éducation avant d'être promoteur et que ça fait 20 ans que je suis promoteur d'école privée. Donc c'est pour dire que j'ai beaucoup de respect pour mon secteur d'activité et j'ai beaucoup de respect pour mon métier et surtout pour les anciens. Quand je dis que tout le monde n'est pas expert de l'éducation, tout le monde se passe pour expert de l'éducation, c'est pour dire que c'est un secteur trop sensible pour que les gens se mettent à épiloguer comme ça sur ce secteur-là. Quand on dit quelque chose, il faut que ça puisse permettre d'améliorer l'existant. Donc ce système éducatif a beaucoup d'insuffisances et c'est ensemble qu'on peut corriger ça. Si le privé n'avait pas sa place dans le secteur de l'éducation, le privé n'allait pas être accepté. Et la constitution du Mali n'aurait pas mis le privé dans ce secteur-là. Donc c'est pour dire qu'à la date d'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est notre apport pour la construction de l'édifice de notre pays, l'édifice scolaire. En la matière, ce n'est pas seulement que l'argent. Il ne faut pas que les gens comprennent que les privés, les promoteurs d'écoles privées sont là pour s'enrichir, etc. Une école, quand vous prenez sa valeur vénale, vous allez comprendre que si c'était pour faire du commerce seulement, si vous l'utilisez pour autre secteur d'activité, ça pourra vous remporter plus que ça. Mais c'est une conviction, c'est une vocation, c'est ce qui vous pousse là-dedans. Je ne dis pas que tous les camarades de mon secteur ont la même conscience professionnelle ou ont le même engagement ou le même souci. Je suis d'accord quand un secteur atteint cette dimension, vraiment on peut avoir toutes les natures possibles là-dedans. Mais nous, notre mission quand même, c'est de faire en sorte que ce travail-là soit bien fait. Donc nous ne sommes pas des audateurs, nous ne sommes pas là pour faire flatter le mérite du privé par rapport au public, etc. Mais nous voulons simplement dire que le rôle qui nous est dévolu, la place qui nous a été donnée, il faut qu'on arrive à respecter et à le remplir pleinement. Donc les inspecteurs aujourd'hui, nous savons qu'il y a des difficultés, mais nous félicitons l'État. Parce que dans un premier temps, l'inspection n'était pas aussi diversifiée comme ça. Mais il y a les IPRES un peu partout, dans toutes les académies aujourd'hui au Mali. Donc ça veut dire déjà que l'État est en train de faire des efforts pour pouvoir favoriser l'inspection dans les structures scolaires, publiques et privées. Nous sommes d'accord qu'à la date d'aujourd'hui, c'est le public qui est privilégié par rapport au privé. Mais tous les promoteurs ont le droit quand même d'écrire à l'IPRES pour demander qu'on vienne inspecter leurs enseignants. Et si vous le faites, c'est un problème de programmation. Et par rapport à la disponibilité des ressources humaines au niveau des IPRES, ils peuvent vous envoyer des gens quand même qui peuvent venir faire ce travail-là. Donc c'est pour dire qu'il y a des efforts considérables qui sont en train de se faire. En la matière, ce qui est certain, ce château-là, il faut que chacun apporte sa pierre. Cet édifice-là, il faut qu'on le construise ensemble. C'est des efforts et des efforts et c'est des efforts qu'on va continuer à consentir. Donc moi, je suis très satisfait d'un débat comme ça parce que ça permet au moins d'éclairer un peu la lanterne de ceux qui ne sont pas de notre secteur et du peuple qui a soif quand même de connaître certaines réalités sur l'école malienne. Mais l'école a fait un progrès terrible, immense. Et beaucoup d'efforts sont en train de se faire encore. Et le secteur privé de l'éducation aujourd'hui, c'est normal que ça soit une casquette parce qu'on voit les écoles privées partout. Mais assainir ce secteur-là maintenant est un devoir et une mission pour tout le monde. Que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les autorités scolaires, que ce soit nous, promoteurs d'écoles privées, assainir ce secteur-là est une mission qui nous revient tous. Donc c'est pour dire simplement que
Des émissions comme ça doivent être multipliées au niveau de votre studio pour permettre quand même au monde, au peuple malien quand même de comprendre un peu le fonctionnement ou les dysfonctionnements possibles qui peuvent se trouver au niveau de ce secteur très sensible de l'éducation, parce qu'il s'agit de la formation des hommes et il s'agit de l'avenir de ce pays. Donc voilà en substance ce que je voulais ajouter et féliciter madame, malgré qu'elle ne soit pas en activité, qu'elle ait encore de la place, du temps pour diriger une association, vraiment qui est là pour protéger les enfants, qui est là encore pour se battre pour la bonne formation de ces enfants. Je ne peux que la féliciter pour ça. Par contre, d'autres sont en train d'utiliser ce temps-là pour se reposer. Mais si elle veut continuer encore à travailler pour nous et à améliorer l'existence, c'est une très bonne chose. Je la félicite pour ça. Ok. Monsieur Kanta. Oui. Alors, selon vous, quel est le niveau d'études des élèves des écoles privées? Bon, il y a des écoles privées, comme vient de dire tout de suite l'honorable Touré, dont les promoteurs et l'administration sont très sérieux. Donc, par exemple, à Mopti ici, quand on essaye de prendre les taux d'admission dans les écoles, dans les différents examens, que ce soit au niveau du DF, au niveau du CAP, au niveau du BT ou au niveau du baccalauréat, les meilleurs résultats sont pratiquement obtenus dans les établissements privés. Donc, on peut dire que le niveau d'éducation est un peu élevé au niveau des établissements privés par rapport aux établissements privés. Mais pas dans tous les cas, ce sont les établissements privés qui sont sérieux, qui fournissent les meilleurs résultats. D'accord, Monsieur Kanta. Alors, Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus, comment se fait le recrutement des enseignants de ces écoles privées-là? Oui, mais ça s'est fait, nous sommes dans un environnement, nous sommes régis par des lois. La loi nous donne quand même nos conditions de recrutement. Moi, j'évolue au niveau secondaire, je dois recruter quelqu'un qui est apte à enseigner au niveau secondaire, quelqu'un qui est de rang A, la maîtrise. A priori, les sortants des écoles d'enseignants, l'école normale supérieure, les sortants de l'ENSUP, donc bac plus 4 au minimum, c'est ça les critères. Maintenant, il se trouve que dans les écoles professionnelles, nous recrutons toujours bac plus 4, mais lorsqu'il s'agit de certaines matières, au Mali même, nous n'avons pas d'école qui forme ces enseignants-là. Quand je prends la comptabilité, l'ENA, qui est devenu maintenant la FSEG avec l'ENA comme ancien système, ils forment des gestionnaires, les professeurs d'économie. Ce n'est pas une école d'enseignants, mais la comptabilité, on ne peut que recourir à ces gens-là pour enseigner. Exception faite, il y a les matières de spécialité telles que lorsque vous avez le secrétariat ou la sténographie dans les écoles professionnelles. Ça, c'est bac plus 2, les sortants de l'EHEP ou les sortants de l'UIG. À part ça, et là, c'est beaucoup plus pratique, parce que, là, sinon, les conditions de recrutement, c'est ça. Donc, nous, comment nous recrutons? Nous recevons des dossiers. À chaque année, les jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi, ils déposent les dossiers. Et en fonction de leur CV, en fonction de leur cursus scolaire, nous recrutons des enseignants. Et s'ils sont des nouveaux qui n'ont jamais enseigné, on les affecte à des professeurs qui ont déjà la main pour les prendre ne serait-ce que quelques mois ou un an avant qu'ils n'aient la main dans la chose. Voilà, c'est comme ça que nous faisons les recrutements. Mais certains dénoncent aussi la pédagogie de ces enseignants qui n'auraient pas reçu une formation pour ça. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Certains dénoncent. Moi, je pense que quand vous prenez une école, même pour le public, des écoles comme l'ESICA, l'IFSAP, c'est des écoles publiques, et ils recrutent de la même manière que nous. Ils prennent les professeurs de comptabilité, ils ne viennent pas des écoles de pédagogie. Et vous savez, la pédagogie, c'est vrai que c'est une matière, on apprend. C'est cette discipline qui vous donne l'aptitude de former les enfants en tenant compte de tous leurs aspects psychopédagogiques, etc. Mais lorsqu'on est adulte, je ne dirais pas que un sortant des écoles de gestion qui n'a pas fait pédagogie dans son cursus, je ne dirais pas qu'il va enseigner exactement comme quelqu'un qui a fait l'ENSUP ou les écoles de maîtres, mais quand même ils ont cette connaissance qu'ils peuvent quand même transmettre aux élèves.
Maintenant, vous trouverez rarement, c'est possible, hein, parce que c'est à certains niveaux. Au secondaire, le cas ne se pose pas parce que l'enfant a déjà dépassé la première enfance, c'est des adolescents, ou qui n'ont pas peut-être besoin de temps de pédagogie qu'il fallait autour de la petite enfance ou du premier cycle. Mais au niveau du premier cycle, le plus souvent, le recrutement aussi, je ne suis pas à ce niveau, mais je sais que c'est à défaut des sortants des IFM que certains, et même là, quand même, ils sont un peu plus structurés, hein, parce que le fondamental, souvent, ils arrivent à trouver des partenaires quand même qui forment les enseignants pendant les vacances ou bien pendant des semaines pour faire quand même la formation pédagogique à ces enfants-là. Donc le niveau pédagogique, là, ceux qui le disent, peut-être c'est un constat, hein, c'est discutable parce qu'on ne peut pas dire, lorsque ton enfant est fort en comptabilité, s'il arrive, il comprend, tu vois qu'il est fort en mathématiques financières, il est fort en comptabilité, son professeur n'a jamais fait pourtant une école de formation de maître, mais vous ne pouvez pas dire que le niveau, ou bien on déplore cette situation. Mais peut-être c'est le niveau en général de l'environnement, de l'élève actuel, parce que là aussi il faut le dire, souvent lorsque l'enfant même n'est pas réceptif, mais quand même, on ne peut pas. C'est vrai que le professeur aura sa part de responsabilité dedans, mais en réalité, c'est souvent compliqué. Donc, le niveau pédagogique, vraiment, on ne peut pas en discuter d'une manière vraiment rationnelle. Merci. D'accord. Alors, Madame Yarissi, concernant cette pédagogie de ces enseignants qui n'auraient pas eu la bonne formation ou qui n'ont même pas fait ce genre de formation, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça ? Toujours l'État. La formation de tous les enseignants, qu'ils soient du public ou du privé, relève essentiellement de l'État. L'État a tous les moyens, on a mis tous les moyens entre guillemets, à la disposition de l'État pour jouer pleinement son rôle régalien. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant d'en arriver à la pédagogie, moi j'aimerais quand même, parce que je suis enseignante de toute façon, je suis sur mon terrain, j'ai enseigné 30 ans, donc on ne peut pas me dire pour mon ami Boulkassoum qui s'est débiné au bout de 10 ans, j'allais dire, il ne peut pas m'accuser d'intrusion dans le système éducatif. Moi ce que j'aimerais dire honnêtement entre nous enseignants, qu'on essaie de voir, et là aussi c'est la responsabilité, je parlais tout à l'heure de cahier des charges, le traitement des enseignants, avant de parler tout simplement de leur qualité et autres, puisque de toute façon, ils jurent la main sur le cœur qu'ils suivent toutes les indications de l'éducation nationale pour recruter, on le leur concède. À Boulkassoum, à l'honorable Boulkassoum et à ses amis. Mais qu'en est-il du traitement des enseignants? Parce que je sais que... Oui, allez-y. Ah bon. Je sais qu'il y a des promoteurs qui ne payent pas leurs enseignants pendant les vacances. Ça existe, on en a des preuves. On peut nous dire que ce n'est pas vrai, mais il y a trop d'écoles privées, il y a trop de comportements déviants, on ne peut pas. Donc quand on parle de l'école privée, on ne pointe pas du doigt le problème, mais on veut simplement que ça s'améliore pour tout le monde. D'accord. Alors, honorable Boulkassoum, en 30 secondes pour boucler ce débat, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce que Mme Yarissi vient de dire? Bon, madame vient de dire que je me suis débiné après 10 ans. Non, je suis promoteur après 10 ans de cours dans les classes, mais moi je continue à enseigner. Oui. J'ai la craie en main. Moi j'aime mon métier, je ne peux pas être distant de ça. Et je continue à encadrer les jeunes professeurs sortants. Donc c'est pour dire que je ne me débine pas. Je ne suis pas quelqu'un qui tombe dans la facilité. Non, ce n'est pas comme ça, madame. Et c'est pour dire simplement aussi que par rapport à tout le traitement, toute la formation pédagogique, etc., je suis d'accord avec mon frère Touré. Vous savez, hein, la réglementation est très claire en la matière. Pour recruter un enseignant, il y a un dossier qu'il faut fournir. Et il y a des normes qui sont données qu'il faut respecter. Dans les techniques professionnelles, vous avez des enseignants de tous les bords. Des sortants de l'IPR de catégorie, vous avez des sortants de l'ENI, vous avez des sortants de MENA, vous avez des sortants de l'UHP, qui ont le DUT, etc. Donc c'est pour dire que même ces enseignants-là, par principe, les textes disent
Après 1 an d'encadrement, d'assistance, avec le professeur le plus ancien, etc., on doit demander aux inspecteurs de venir les évaluer. Et après cette évaluation, il y a un rapport qui est envoyé au ministre de l'Éducation. Et là, on les accorde l'autorisation d'enseigner. D'accord, honorable. On est vraiment désolé, mais le temps nous fait défaut. Sur ce, on va boucler ce débat sur la multiplication des écoles privées au Mali. Un grand merci à nos invités. Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, présidente d'honneur du collectif des mamans pour sauver l'école. Honorable Boulkassoum Touré, secrétaire général de l'association des élèves privés agréés, des écoles privées agréées du Mali. Abdoulaye Touré, promoteur de l'Institut professionnel de formation technique de Yirimajo. Mamadou Kanta, professeur à Mopti. Nous avons tenté de compter parmi nous un responsable de la Direction nationale des écoles de l'éducation, sans succès. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Noundjiré. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.